Prendre soin de ses intestins, c'est la base. Et pour prendre soin des intestins, il faut des fibres, il faut des probiotiques, il faut des postbiotiques. Bonjour les amis, c'est Anne Guéquière. Avant de plonger dans notre émission du jour, je voulais vous dire un immense merci du fond du cœur. Avec 85 millions d'écoutes du podcast Métamorphose depuis le début de l'aventure, c'est grâce à vous que nous avons pu inspirer tant de personnes à travers le monde, devenant ainsi le premier podcast bien-être et psy en France. Alors si vous appréciez ce moment de partage, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun nouvel épisode. Comme vous le savez, nous sélectionnons les meilleurs experts pour vous offrir des conseils concrets et inspirants au quotidien. Alors, vos encouragements en commentaire nous sont très précieux pour poursuivre cette mission et continuer de grandir ensemble. Et si cet épisode résonne en vous ou que vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à le partager. C'est parti maintenant pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis, dès 7h. Chez Métamorphose, on en est sûr. Bien manger sans se prendre la tête, c'est possible. Pas besoin de faire un stage de survie en permaculture ou de lire toutes les étiquettes à la loupe. Une seule commande en ligne suffit et tout ce qu'il vous faut pour une vie plus saine et responsable arrive chez vous. C'est exactement ce que propose GreenWiz, notre partenaire engagé. Des produits bio, écolo, respectueux de vous et de la planète. Pas d'abonnement, pas de contraintes, juste l'essentiel, bien choisi. Sur greenwiz.com ou via l'appli GreenWiz, GREENWEEZ, ce sont plus de 180 000 références, de l'épicerie aux soins du corps en passant par l'entretien de la maison. Tout est certifié, labellisé, sourcé avec exigence et emballé en pensant à demain. Consommer mieux, c'est plus simple que jamais. Et en ce moment, il y a des promos exclusives sur l'application. Alors, prenez une grande inspiration et laissez GreenWiz vous simplifier la vie en ligne dès maintenant. On entend souvent parler du régime cétogène, keto, et beaucoup de questions se posent à son sujet. Qu'en est-il vraiment? Que penser de ses bienfaits au quotidien? Quels sont les menus types et les recettes à privilégier? Faut-il le suivre également tout au long de l'année? Et surtout, est-il fait pour tout le monde? Dans son livre « La révolution du cétogène flexible » qui vient de paraître aux éditions Erol, Chloé Shaw-Jackson, docteure en sciences, diplômée en nutrition et micronutrition, démêle le vrai du faux de ce régime. Elle nous guide vers les bonnes pratiques à adopter et nous révélera quelques-unes de ses recettes saines et gourmandes. Je suis ravie de l'accueillir aujourd'hui au micro du podcast Métamorphose. Bonjour. Bonjour Anne, merci de m'accueillir, c'est avec plaisir que je participe. Alors, merci en tout cas d'être là. Vous êtes venu de loin, de Belgique. Alors, avant de commencer cet épisode, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est le régime cétogène? C'est vrai qu'évidemment, on en entend beaucoup parler dans les grandes lignes. Et puis ensuite, évidemment, on viendra plus particulièrement à votre méthode. D'accord, donc quand on jeûne, on bascule naturellement en cétose, c'est-à-dire on utilise la graisse du corps pour produire de l'énergie des corps cétoniques. Oui. Et en fait, le régime cétogène est un régime artificiel, mais qui va mimer le jeûne. Donc ça nous arrange bien, parce qu'on va pouvoir manger des graisses, réduire fortement les glucides, et donc basculer en cétose. Ce régime, il existe, en tout cas, le principe de ce mode alimentaire. Alors, quand on parle de régime, on parle de régime alimentaire, on ne parle pas de régime amaigrissant. Il existe depuis, j'imagine, longtemps. Est-ce que c'était l'alimentation un peu naturelle, finalement, de l'homme? Bien sûr. Oui. Enfin, oui et non. Je dirais que le jeûne est quelque chose de naturel. Donc, on avait des périodes de disette où on n'avait rien à manger. Donc, on basculait en cétose. Il y a aussi, par période, on va manger beaucoup plus de gras, de la cervelle, de la viande, et on ne trouve pas des légumes. Donc oui, on peut basculer en cétose de cette façon-là. Mais donc ici, le régime cétogène est artificiel. On va vraiment réduire drastiquement les glucides pour pouvoir baisser l'insuline et aller puiser dans nos réserves de graisse et produire ces... Pourquoi est-ce que vous, en tant que professionnel de santé, vous vous êtes intéressé à ce sujet en particulier? Comment vous êtes... Parce que j'imagine que vous avez testé beaucoup de choses. Non, j'ai pas fait quelque chose de très particulier. Je pensais manger sainement, mais comme j'étais très sportive, je mangeais beaucoup de glucides, de pâtes, des fruits, du chocolat. Et comme j'étais mince, je pensais que tout allait bien. Jusqu'au jour où, en périménopause, tout d'un coup, j'ai pris 9 kilos, dont de la graisse viscérale. Et pour la première fois, je n'avais pas un ventre plat. Et dans mes prises de sang, les résultats étaient mauvais. J'avais une résistance à l'insuline et un foie gras.
Et la cétose, je l'ai découvert par hasard, parce que j'ai fait un jeûne prolongé de 5 jours au pied levé. Et c'est là que j'ai découvert la notion de cétose. Et je me suis dit, c'est intéressant. Je vais essayer de faire un régime cétogène. Et donc, j'ai commencé à étudier le sujet. Et puis surtout, mon mari était diabétique de type 2. Et je l'ai mis en cétose. Et en 1 an, il était guéri de son diabète 2. Définitivement. C'est pas facile. Il y a la génétique et puis il y a ce qu'on fait avec ses gènes. Donc voilà, c'est pas évident. Heureusement qu'il vit avec une nutritionniste et je le surveille de près, mais voilà, c'est pas facile dans le quotidien. Dans le quotidien. Parce qu'il n'y a pas que l'alimentation. Il y a aussi le stress, la digestion, le sommeil. Tout ça va influencer votre glycémie, la qualité de votre foie, si vous allez avoir un foie. D'ailleurs, quand on veut savoir, avant de se lancer, on va y venir évidemment, dans ce type de façon de s'alimenter, j'aime pas tellement le mot régime, donc j'essaye de l'éviter, mais je cherche des synonymes à la volée. Dans cette voie d'alimentation alimentaire, est-ce qu'on peut d'abord faire justement, comme vous le disiez à l'instant, certaines prises de sang? Qu'est-ce qui conviendrait de faire? Qu'est-ce que vous proposez, vous, à vos patientes ou à vos patients? Alors, le corps est comme un iceberg. La médecine conventionnelle, assez basique. Oui. Par exemple, la glycémie à jeun. Mais une glycémie à jeun, si elle est en dessous de 100, on va vous dire que tout va bien. Mais non. Ça dépend quelle quantité d'insuline vous allez produire pour avoir une glycémie basse. Et si vous produisez peu d'insuline, le système fonctionne bien. Vous régulez bien votre énergie, vous le stockez au bon endroit. Mais si votre insuline est au plafond, vous êtes déjà dans un début de voie pathologique, la résistance à l'insuline. Et avec le temps, vous allez augmenter fortement votre risque de faire un diabète 2, mais pas que. Un cancer, une maladie cardiovasculaire, vous augmentez l'inflammation. Donc, il y a toute une série de marqueurs intéressants qu'on peut aller tester. La CRP ultrasensible, c'est un marqueur d'inflammation de bas grade. Donc, quand on fait ces prises Redites-nous ce qu'est l'inflammation de bas grade. Donc, l'inflammation aiguë, c'est quand on se bat contre un pathogène, normal et nécessaire. Mais c'est comme s'il y a le feu dans le corps. Mais ce feu doit s'éteindre avec des pompiers, les oméga 3, et parfois il ne s'éteint pas. Et on maintient une inflammation à bas bruit, mais qui, si elle est là et qu'elle est là sur du plus long terme, augmente votre risque de nouveau de faire un cancer, un diabète, etc. Et en médecine conventionnelle, on mesure la CRP, mais pas la CRP ultrasensible. Et puis évidemment, il y a le sélénium, l'iode, l'homocystine, le profil de cholestérol. Il faut vraiment les creuser pour voir si on est en bonne santé ou pas. Parce que extérieurement, ce que j'avais vécu, j'étais mince, je me sentais bien. Mais intérieurement, j'avais un foie gras qui se mettait en place. Il y a déjà 10 ans de ça. Mais quand ça va bien, on ne bouge pas. On se dit, mais non, c'est pas nécessaire de faire quelque chose. Mais quand vous voyez le bilan sanguin, là, il y a une petite alerte et on se met à faire attention à tous les piliers de la santé. Parce qu'il y a l'assiette et puis il faut gérer le stress, la digestion. Bien sûr. Vous parliez tout à l'heure des femmes, vous disiez, quand j'ai commencé la périménopause, puis après la ménopause, c'est à ce moment-là que tout s'est un peu pris les pieds dans le tapis. Pour des femmes qui seraient dans cette situation, qui nous écoutent, qu'est-ce que vous conseillez à cette période-là et qu'est-ce qui se passe justement dans le corps qui se modifie fondamentalement? Alors, il y a un gros changement hormonal. Et quand les œstrogènes chutent, il y a un changement au niveau de l'insuline. On a beaucoup plus tendance à avoir une résistance à l'insuline. Et toutes les femmes ménopausées, vous voyez tout d'un coup cette bouée de graisse viscérale qui se développe. Et donc, la première chose à faire... Qui est très mauvaise. C'est de la graisse au mauvais endroit. C'est un tissu gras malade qui produit de l'inflammation. Et quand on stocke là, c'est un cercle vicieux. C'est parce que l'insuline est trop haute, donc on stocke au mauvais endroit. C'est inflammatoire et ça va augmenter la résistance à l'insuline. Et donc, on ne va pas arriver à perdre du poids. Et en plus, on va avoir une dégradation de la santé sur le long terme. Donc, mon conseil, c'est même bien avant la ménopause, manger moins de sucre, mais également moins de glucides. Les gens consomment des glucides comme s'ils allaient aux Jeux Olympiques. On n'a pas besoin de manger des glucides à chaque repas, du riz, du pain, des pâtes. Le gras est un très bon carburant, mais il fait peur. Le gras est calorique et on pense qu'il fait grossir. Mais en réalité, les graisses de qualité ne stimulent pas l'insuline. Un exemple très facile, vous prenez un avocat, c'est du pur gras. Vous prenez un bol de maïs, de flocons de maïs, c'est des glucides. Dans un cas, l'avocat ne va pas faire monter la glycémie. Vous n'allez pas faire monter l'insuline stockée. Vous n'allez pas avoir de fringales. Le bol de maïs
Ben, vous allez faire un pic important de glycémie, des fringales, des hypoglycémies, et vous allez être en mode stockage. Regardez, j'ai mis un petit capteur de glycémie. Alors, j'allais vous poser les questions sur ces capteurs de glycémie, parce que c'est très tendance, et puis ça a été aussi popularisé par Jessie Inchospé, et puis aux États-Unis, c'est très en vogue. Vous, à quel moment vous êtes dit, d'ailleurs, c'est intéressant de mesurer sa glycémie? Vous le faites tout le temps, expliquez-nous. Alors, j'ai 2 sortes de capteurs. Je mets un capteur de glycémie, mais je mets également un capteur de corps cétonique. Il y a une seule firme qui vend ça dans le monde et c'est très intéressant. Là, j'ai bu un café latte avant de venir ici. J'adore le café latte au lait d'avoine. Regardez ma glycémie. Alors, vous êtes je suis en alerte. Moi, je bois ça tout le temps. Voilà. Ben, c'est une catastrophe. C'est quoi le lait d'avoine? C'est du sucre liquide. Donc, tout ce qui est liquide sucré, vous allez faire flamber votre glycémie. Je suis à 158. Avec un petit latte. C'est comme les flocons d'avoine au petit déjeuner. Ce n'est pas sain. Par contre, si vous prenez un café latte après un repas avec des œufs, de l'avocat, des bonnes graisses, ben vous aurez moins d'impact. Alors, c'est quoi le problème de faire ces pics de glycémie? En soi, faire un pic de glycémie, c'est normal. Votre glycémie monte et puis elle va bien chuter parce que l'insuline va agir. Mais vous faites ça tous les jours, toute la semaine, tous les mois, toutes les années, vous déréglez le système. Et puis l'insuline ne fonctionne plus bien. Il est toujours en alerte en fait. Voilà. Et là, vous commencez à stocker au mauvais endroit. Et la graisse viscérale, c'est vraiment un problème de santé métabolique. C'est dangereux pour la santé sur le long terme. Alors par contre, on peut le remplacer d'ailleurs, ce petit latte au lait d'avoine. Soit on le prend à la fin du repas, soit sinon, si on veut quelque chose qui n'est pas justement à IGO comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'êtes pas intolérant au lactose, un lait de vache entier, bien gras, de vache de pâturage, ça va très bien. Dedans, il y a un peu de glucides, le lactose, mais il y a du gras et il y a des protéines. Donc, c'est complet. Sinon, un lait d'amande, un lait de soja, un lait de coco, sans glucides. Donc, ces capteurs de glycémie, pour moi, sont très importants. Vous apprenez comment fonctionne votre corps. Alors, je ne vais pas arrêter de boire un café latte au lait d'avoine si j'adore ça, mais je vais le faire en essayant de lisser ma glycémie. Je ne vais pas le prendre à jeun comme je l'ai fait. J'ai fait exprès pour vous montrer. Merci pour le test. Vous êtes mis en danger pour nous. Mais donc, tout comme je vais manger un plat de pâtes aux céréales complètes à midi, je vais en entrée prendre un peu de salade avec du vinaigre de cidre, je vais associer de la viande avec ces pâtes et je vais faire 1 heure de vélo à l'aise avec mon mari. Ma glycémie ne bouge pas. Donc, ça vous permet de vraiment comprendre comment votre corps fonctionne et d'essayer d'éviter d'avoir ces pics de glycémie, ces hypoglycémies. Alors, moi, je me pose la question pour vous dire d'avoir un capteur, mais ça me pose une question quand même philosophique de dire, est-ce que c'est pas le début de l'homme augmenté ou de l'homme amélioré? C'est-à-dire que bien sûr que c'est ultra utile, bien sûr que c'est génial de faire nos paramètres, mais à un moment donné, une fois que dans 10 ou 15 ans, on aura inventé tout un tas de capteurs, vous voyez vers où on va? Tout à fait. Alors, je pense que... Bon, c'est un débat qu'on peut peut-être pas forcément avoir là, mais je le pose là. La question de base, c'est avant tout ce bilan sanguin. Oui. C'est d'être alerté que notre alimentation aujourd'hui, avec ces pyramides alimentaires des années 80, avec la grosse base d'hydrates de carbone, on est tout à fait à côté de la plaque. Il ne faut pas avoir peur des bonnes graisses, il faut manger moins de glucides, faire des bilans sanguins de prévention. Et vous n'êtes pas obligé de porter un capteur. Vous pouvez le faire 1 mois. D'ailleurs, je n'encourage pas à le faire trop longtemps. Il ne faut pas être trop dans le calcul. Je suis contre les calculs. Mais moi, en tant que nutritionniste, j'expérimente tout le temps. Voilà, c'est voilà. ça. Et puis, j'apprends aux personnes comment faire pour connaître son corps, pour éviter de faire ces pics. C'est ça qui est important. Ce qui est important, je crois, c'est vraiment d'être en conscience. Et une fois qu'on a compris, on a l'information, ce qui n'empêche pas de faire... voilà. C'est pour ça d'ailleurs que vous parlez de la révolution du cétogène flexible. C'est vraiment le titre de votre ouvrage. Pourquoi avoir rajouté cette flexibilité? C'est ça qui est intéressant dans votre approche. Vous dites on ne peut pas le tenir forcément sur le long terme. Tout à fait. Alors, une alimentation cétogène classique, c'est faire des maths. C'est réduire fortement les glucides, augmenter le gras, faire des maths pour calculer avec des applications qu'on reste en 20 grammes, mais c'est très contraignant. On reste en 20 grammes de glucides nets. D'accord. Donc, il faut vraiment descendre par jour. Par jour. Mais donc, c'est très contraignant et puis c'est très déséquilibré. Vous allez finir par manger beaucoup de viande, un petit peu de légumes verts, un petit peu de noix, des édulcorants,
mais c'est pas s'alimenter de manière équilibrée. Et en plus, faire des maths. Donc, c'est une épargne digestive, une épargne, ça, voilà, oui. mais sur une durée limitée. Mais même pas sur une durée limitée, je ne travaille pas comme ça. D'accord. Donc, pour moi, un régime, ma méthodologie va être beaucoup plus équilibrée. Donc, on va insérer énormément de légumes verts, on ne va pas les comptabiliser. Et donc, cette abondance de légumes verts, qu'est-ce qu'elle va apporter? D'abord du plaisir, et puis vous allez avoir plus de vitamines, de minéraux, d'antioxydants. D'accord? Et puis, on ne fait pas de mathématiques. On respecte des principes de base. On ne va pas manger des fruits, à part les baies, on ne va pas manger des céréales, des légumineuses. Mais attention, on va faire ça un certain temps pour basculer en cétose, parce que la cétose, c'est pas que pour perdre du poids. Vous réduisez l'inflammation, vous réduisez le stress oxydant, vous avez une clarté mentale, et puis c'est naturel par période. On est supposé basculer en cétose par période, par le jeûne. Oui. Et donc l'alimentation cétogène nous arrange bien, mais la façon de le faire doit être le plus équilibrée possible. Donc oui, on va manger des protéines de qualité, beaucoup de gras, mais pas n'importe quel gras. On va manger des petits poissons gras, on va manger des oléagineux, des amandes, des olives, des avocats, de la couleur, mais un petit peu. On va basculer en cétose sans faire trop de maths. On va profiter des bienfaits de la cétose. Mais après, il ne faut pas oublier que le carburant de base, c'est le glucose. Et certains aliments glucidiques, je parle des lentilles, une pomme, des cerises. On est sur les légumineuses, là. Les légumineuses ou des fruits ou un peu de quinoa, une céréale complète, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des fibres, des antioxydants. Et donc, c'est intéressant d'avoir pour le microbiote, pour les vitamines, ces vedettes-là. Et donc, l'alimentation cétogène flexible, c'est des périodes de cétose et des périodes méditerranéennes, mais à tendance IGBA. Pour stabiliser. Combien de temps à peu près, juste pour savoir, pardon? Ça dépend de chacun. Il faut trouver un équilibre, mais il faut bien se dire que quelques jours de keto, par exemple, ça va être très bien, ou du jeûne, et puis on repasse dans une alimentation plus classique, parce que quand on fait du sport, il faut quand même apporter aussi aux muscles du glycogène, oui. Donc des glucides. Et puis on repense à la femme ménopausée qui a besoin quand même de ne pas avoir une fonte musculaire trop importante. Tout à fait. Et c'est une bonne remarque, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on bascule en cétose, toutes les cellules du corps ne savent pas utiliser les corps cétoniques. Un tiers du cerveau, le foie, les globules rouges ne savent pas utiliser les corps cétoniques. Donc, d'où vient le glucose pour ces cellules-là? Quand on est en jeûne ou en cétogène, c'est la néoglycogénèse. Le foie va produire, à partir des protéines, du gras, du glucose. Mais donc, quand vous êtes en jeûne ou vous êtes en cétose, la néoglycogénèse fonctionne. Mais si vous exagérez, vous allez trop puiser dans vos protéines et vous risquez d'avoir une fonte musculaire. Elle n'est pas si efficace pour maintenir ça sur du trop long terme. Pour des personnes qui ont, on va donner un exemple de menu type, mais pour les personnes qui ont des pathologies peut-être un petit peu plus lourdes, est-ce qu'il y a des recommandations qui sont un petit peu différentes? Alors, avant tout, je suis docteur en sciences, je ne suis pas médecin. Et donc, si on a une pathologie, on en parle à son médecin. Pour moi, une femme enceinte, c'est pas une pathologie, mais quand on est enceinte, quand on est allaitante, quand on a des troubles de comportement alimentaire, on va pas aller vers une alimentation cétogène. Il faut des repas réguliers, il ne faut pas jeûner, et il faut une alimentation la plus variée possible. D'accord? Si vous avez un diabète 1, c'est dangereux de faire du céto. Donc, on évite, et on évite de jeûner. C'est des repas IGBA ou low carb, réguliers dans la journée. Alors, c'est le foie qui produit des corps cétoniques. Donc, si on a un grand problème au niveau du foie, une grosse pathologie, c'est le foie qui va produire ces corps cétoniques. Donc, il faut toujours un avis médical derrière. Par contre, un cancer, il est évident que quand vous réduisez un des carburants importants des cellules cancéreuses, dans ce cas-là, faire de la cétose, c'est intéressant. Évidemment, on ne laisse pas tomber la chimio, la radio, qui sont les thérapies de base, mais on rajoute de la cétose, mais par période de nouveau. Pourquoi? Parce qu'il y a des vedettes contre le cancer. Manger une patate douce, c'est un peu sucré, mais vous avez beaucoup de vitamines, des antioxydants dans cette patate douce. Et donc, c'est un non-sens de l'enlever complètement. Parce qu'il y a des personnes qui font du keto et qui se sentent tellement bien qu'ils disent « on va faire ça à vie ». Mais non. Ce n'est pas logique du tout. Il faut revenir à nos origines. Nous devons être flexibles métaboliquement.
On rentre et on sort de ces phases de cétose, des phases où on consomme plus de glucides. Donc, si je comprends bien, quand on est flexible, on reste quand même globalement à IG bas, parce que ça, c'est une bonne idée sur toute la vie, on est d'accord. Et on rajoute ce que vous avez nommé tout à l'heure. Mais ce que je vois dans ce que vous avez nommé, vous avez parlé des légumineuses, mais vous n'avez pas parlé des céréales, par exemple. Vous ne les avez pas citées. Donc, je prends ce cas particulier pour que les gens pour que ce soit bien clair. Donc, les céréales, bien sûr qu'on peut en consommer, mais voilà, les céréales avec du gluten, ça peut poser problème pour pas mal de personnes. Ça induit une perméabilité des intestins, surtout qu'on exagère. On mange du pain le matin, le midi une quiche, et le soir, on va encore manger du gluten dans quelque chose. Donc, c'est là où il faut faire attention. Consommer des céréales, pourquoi pas, du riz basmati, du quinoa, etc., c'est très bien, mais adaptez cela à votre activité physique. Un sportif qui fait un marathon, mais bien sûr qu'il peut manger un peu de riz basmati et augmenter les glucides. Donc, il faut toujours adapter cela à votre activité physique et votre tolérance. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple? Je pensais, vous parliez du riz, excusez-moi, je vous coupe une seconde. Oui. C'est le riz GABA, par exemple. Le riz GABA qui est pré-germé. Est-ce que vous pensez que c'est, par exemple, plus sain? Alors, tout ce qui est germé, c'est déjà plus sain. Oui. Et puis, il faut tester sur sa glycémie. Il faut voir l'impact. Oui. C'est là où c'est intéressant, on revient... Tout à fait. Et si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas envie de placer un capteur, écoutez des personnes qui le font. Apprenez. C'est le but. Alors, les capteurs, si jamais on devait en acheter un, vous recommandez quelle marque? Alors, moi, je travaille avec Cibio parce qu'ils ont des capteurs de corps cétonique. D'accord. Et donc, les capteurs de glycémie et de corps cétonique, les deux sont intéressants. Quand on bascule en cétose et qu'on peut voir, tiens, j'ai fait une chute à vélo, j'étais hyper stressée, j'étais éjectée de la cétose, parce que mon cortisol, mon adrénaline ont monté. Voilà. Donc, on apprend beaucoup de choses avec cela. En France, il y a moyen d'avoir des capteurs, mais je ne sais pas s'ils sont aussi efficaces que ceux que j'utilise. Mais voilà, ça. Un capteur, ça vaut combien, juste pour information? Alors, ceux que j'utilise, c'est on ne fait pas la promo des capteurs, non, tout à fait. Bien. Alors, ceux que j'utilise sont entre 60 et 70 euros. Je pense qu'en France, on peut en trouver à 40 euros. D'accord. Voilà, c'était juste pour avoir l'info, parce que je sais que nos auditrices et nos auditeurs vont nous poser la question, donc c'est bien. Donc, effectivement, on était en train de dire, alors un menu type, quand vous avez parlé de légumes tout à l'heure, de légumes verts, est-ce qu'on mélange cuit et cru? Est-ce que ça a de l'importance ou pas? Tout à fait. Il y a des légumes qui sont mieux pour la santé cuits, d'autres qui sont mieux crus. Donc, un mélange des deux, c'est très bien. Faire un carpaccio de courgettes avec une bonne huile d'olive, des pignons de pain, c'est génial. D'ailleurs, dans votre livre, il y a des recettes extraordinaires. Vous en avez combien, là, dans cet ouvrage? Alors, c'était un livre, au départ, pas pour faire des recettes, mais on mange avec les yeux. Je suis très gourmande. Et donc, on a engagé un bon photographe, une bonne photographe culinaire. Et il y a 33 recettes. Et vous allez voir qu'il y a des recettes cétogènes pures, sans mathématiques, et puis il y a des recettes pour quand on passe dans cette phase où on augmente un peu les glucides sains. Et donc, par exemple, il y a un hachis parmentier avec des épinards et de la purée de patates douces. C'est délicieux. Alors, si vous êtes d'accord, ça me semble être une de vos recettes fétiches. On la proposera pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose. Parfait. Voilà. Celles et ceux qui veulent s'abonner à la newsletter, et si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez y aller sur le site métamorphospodcast.com. Et puis, on offrira une des recettes délicieuses de Chloé avec effectivement ces très beaux visuels. J'avais envie de vous poser une question par rapport aux compléments alimentaires. Est-ce que c'est important? Est-ce que vous, en tout cas dans votre vision, c'est bien d'apporter certaines choses qu'on peut trouver moins naturellement dans l'alimentation, ou vous êtes d'abord alimentation? Alors, l'alimentation reste la base, on est d'accord. Voilà. Bien sûr. Mais la phrase « manger varié, équilibré et ça suffira », c'est plus du tout ça. Les sols sont appauvris, on est beaucoup plus stressé qu'avant, on mange beaucoup plus de sucre et un légume aujourd'hui n'est plus du tout ce que c'était il y a longtemps. Donc oui, il faut complémenter. La base, c'est le magnésium. Ça intervient dans des centaines de réactions. Donc, le magnésium, pour moi, c'est un complément que tout le monde doit prendre, même sans faire de bilan sanguin. C'est combien à peu près par jour? 300 mg de magnésium élément à répartir sur la journée. Parce qu'on dit que le magnésium peut être un petit peu irritant pour les intestins. Ça dépend fort duquel. Donc, d'accord. Il faut les formes organiques. Bisglycinate, glycérophosphate, malate, citrate,
parfait. Vous avez quelques marques à nous donner, pareil, pour qu'on ait un peu de choix? Oui, Nutergia, Lipivits, BeLife, Herbalistic sont toutes des bonnes marques qui sont... et sinon, vous rentrez dans une pharmacie, vous dites, je veux un glycérophosphate, mais sans additifs néfastes. Il ne faut pas de la maltodextrine. Il ne faut pas des additifs néfastes dans ces compléments. Mais prenez du magnésium et ensuite, nous sommes à Paris, en plein hiver. Bon, il y a un peu de soleil aujourd'hui. Donc, la vitamine D est indispensable. Alors attendez, sur le magnésium, est-ce que tout le monde l'absorbe de la même façon ou il y a une manière de mieux l'absorber? Parce que je pense au fer, où on sait qu'associé avec de la vitamine C, c'est quand même mieux, Alors, etc. c'est toujours mieux pendant un repas, mais quand je jeûne, je vais prendre quand même du magnésium. Au milieu du repas, répartir les doses sur la journée. Vous êtes stressé, vous avez des fuites urinaires de magnésium, donc on augmente les doses. Vous êtes enceinte, il faut augmenter les doses. Et donc, il faut tester qu'est-ce qui vous convient. Si vous avez un transit ralenti, le citrate sera bien. Si vous faites beaucoup de sport, le malate sera bien. Et puis, par exemple, Super Smart vend une formule avec 8 formes organiques. Donc, à chacun de tester ce qui lui convient. Est-ce que ce magnésium, on a des signes avant-coureurs qu'on en manque, par exemple? Un sommeil perturbé, des crampes musculaires, des petits tremblements au niveau de l'œil, tout ça sont des signes. Et si vous êtes stressé, ça veut dire que vous manquez de magnésium. Parfois, les petits picotements que certaines personnes peuvent ressentir, est-ce que ça peut être un manque de magnésium? Je ne sais pas si les picotements, mais en tout cas, tout ce qui est crampes, etc., oui, probablement aussi. D'accord, manque de magnésium. Intéressant, on approche de la fin de cette émission. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter justement dans cette phase d'alternance? Donc on a bien compris. Alors peut-être conclure aussi sur les types de protéines. Parce qu'évidemment, il y a des gens qui nous écoutent qui disent « mais moi, j'aime pas beaucoup la viande ». Et on sait aussi qu'avec l'âge, et puis il y a des personnes évidemment qui sont aussi végétariennes ou véganes. Est-ce qu'on peut s'adresser à ces personnes-là? Enfin, déjà, celles qui n'ont pas trop envie d'en manger, d'abord. Alors, il y a aucun... La difficulté, je dirais, c'est quand on mange végétarien, pour avoir des protéines, on doit généralement associer les céréales avec les légumineuses, pour bien couvrir tous les acides aminés. C'est plus glucidique. Dans le monde animal, tout ce qui est protéiné est gras. L'œuf est gras, le saumon est gras. D'accord? Dans le monde végétal, l'avocat, les olives ne sont pas protéinés. Si par contre vous êtes végétarienne et que vous mangez des produits laitiers, de la feta, du parmesan et des œufs, vous aurez assez de protéines. Le tofu, par exemple, c'est très bien et c'est pas très glucidique. Par contre, vegan, c'est impossible, par exemple, de basculer en cétose en faisant une alimentation végane. Donc, une alimentation végétarienne peut être IG bas et même cétogène. C'est un challenge supplémentaire. Et donc, justement, ces phases de cétogène cycliques vont être très intéressantes aussi pour les végétariennes. Pour pouvoir passer par des phases où on va manger ces légumineuses comme les lentilles, les pois chiches. Si on les tolère bien, c'est excellent pour la santé. Ce sont des bonnes sources de protéines, de fibres, etc. Pour les personnes qui ne sont pas dans ce cas-là, en termes de protéines animales, vous recommandez à peu près quelle quantité par semaine? Et ça ressemblerait à quoi, par exemple? Les protéines animales? Oui, sur une semaine type. Alors, c'est essentiel d'avoir assez de protéines dans sa journée. Ça apporte de la satiété, ça permet de produire les neurotransmetteurs de motivation, la mélatonine, etc. Ça dépend si vous faites beaucoup de sport ou pas, mais 30 grammes par exemple, pour le petit déjeuner, c'est idéal en chronobiologie. Donc, un œuf, on n'est qu'à 7. D'accord? Les flocons d'avoine, il n'y a rien là-dedans. Donc, 2 œufs avec du fromage, un bon morceau de pain au levain, du beurre, des crudités. On va avoir un petit déjeuner bien protéiné avec des glucides. Si on est en cétose, on va prendre une boîte de sardines, de l'avocat, des œufs, de la mâche, du pourpier d'hiver et on va avoir les protéines, tous les bons légumes, etc., les fibres, le gras, mais sans les glucides. Oui, très bien. Peut-être pour finir, j'ai reçu il y a quelques mois dans cette émission Magali Depreux et Sophie Balestra qui ont publié aussi un livre chez Erol, Microbiote Friendly. Elles parlent de bouillon d'os, de faire ses yaourts pour qu'ils soient plus probiotiques. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée aussi? Fabuleux. Ouais. Prendre soin de ses intestins, c'est la base. Et pour prendre soin des intestins, il faut des fibres. Il faut des probiotiques, il faut des postbiotiques. Et justement, quand on a des troubles digestifs, passer en cétose, ça calme le terrain. Tout d'un coup, on n'a plus de reflux, on n'a plus de ballonnement, on n'a plus de gaz. Pourquoi? Dans l'alimentation cétogène, vous enlevez les FODMAP, vous enlevez le fructose industriel, vous mangez des aliments bruts, vous cuisinez.
il y a beaucoup moins de lactose et donc c'est beaucoup plus digeste et donc ça va beaucoup mieux au niveau digestif. Mais on retrouve certains FODMAP quand même, non ? oui, je pense à l'oignon, etc. L'oignon, l'ail, le chou-fleur, mais on en enlève beaucoup. On enlève les pois chiches, les lentilles, toutes les céréales qui contiennent du gluten et des FODMAP comme seigle, blé, orge, on enlève et donc ça va beaucoup mieux. Mais on comprend bien pourquoi ça va mieux. C'est presque un mini FODMAP mais plus sain. Mais donc, d'où le but de réintroduire tous ces fibres par après. Il faut évidemment réintroduire progressivement un petit peu de lentilles, etc. La pomme qui va porter des fibres pour nourrir ce microbiote. Oui. Et alors, le bouillon d'os, c'est extraordinaire. Vous faites un jeûne, vous allez prendre un bouillon d'os, ça va être extraordinaire pour les intestins, le collagène, ça répare beaucoup les intestins. Vous aviez commencé sur les compléments alimentaires, puis on a fait une bonne bifurcation. Oui. Vous aviez commencé par le magnésium, je vous ai posé tout un tas de questions et vous alliez partir sur un deuxième. Alors quand même, je vous laisse... Voilà. Nous sommes à Paris, en plein hiver. Quand on dose la vitamine D dans la prise de sang, à 30, on est heureux. Mais non, ça ne suffit pas du tout. Pour avoir une vitamine D où on va profiter des effets hormonaux de la vitamine D, il faut être plus haut. Au-dessus de 50, 60, 70. Là, vous allez non seulement absorber le calcium grâce à la vitamine D, mais en plus, vous allez avoir les effets protecteurs pour les intestins, l'effet anti-inflammatoire, une protection contre certains cancers, le prostate, le sein, le côlon. Et donc, ça vaut la peine d'être plus haut. Et donc, il faut complémenter au quotidien en vitamine D et prendre cette vitamine D pendant un repas gras. Maintenant, vous avez de la vitamine D dans les produits laitiers entiers, dans les champignons, etc. Mais ça ne suffit pas, certainement pas en hiver. Alors, on choisit pareil des marques naturelles de préférence, de bonne qualité. Tout à fait. On imagine qu'on ne prend pas forcément les ampoules qui donnent des grosses doses de vitamine C. Exactement. Au quotidien, une bonne vitamine D3 est idéalement associée avec la vitamine K2, car on n'en a pas assez dans son alimentation, sauf les Japonais qui mangent du natto, qui est une source naturelle. On en trouve dans l'huile de krill, c'est ça, par exemple ? Non, c'est pas la même. De quoi ? La vitamine D ou la vitamine K2 ? K2. Alors, la K2, on la trouve dans tout ce qui est fermenté, mais surtout le natto. Donc, c'est le soja japonais qui est fermenté. Mais il n'y en a pas assez. Et qu'est-ce que la vitamine K2 va faire ? C'est comme une petite grue. Ça prend le calcium alimentaire et ça vient le déposer au bon endroit, dans les os, les dents, et pas dans les artères, pas de la plaque, pas dans les tendons, etc. Donc, c'est important, quand on prend de la vitamine D3, d'avoir assez de K2. Donc, combiner les deux est idéal. Parfait. Eh bien, je crois qu'on a déjà beaucoup d'informations. En tout cas, merci infiniment Chloé Shaw-Jackson pour tous ces précieux éclairages. Votre livre très joli avec cette couverture jaune fluo vient de paraître pour celles et ceux qui souhaitent en savoir plus. La révolution du cétogène flexible est disponible, je l'ai dit, aux éditions Erol. On peut retrouver aussi tous vos conseils et astuces sur votre compte Instagram nutri.keto. Merci infiniment. Merci Anne. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.